Alors, mon intervention, d'abord, ça s'appelle observation sur les processus de légitimation, et non pas les processus de légitimation tout seul, parce que ça demande un travail en profondeur beaucoup plus important que ce qui exige un long travail et beaucoup de temps. Alors, la communication que je vous présente aujourd'hui est en fait un survol sur la mise en place des systèmes de légitimation en Algérie. On désignait l'acteur principal de cela. Donc, depuis l'accession de l'Algérie à la souveraineté internationale, le pays a vécu d'abord sous le monopartisme et puis sous le multipartisme. Les différents processus de légitimation pour l'exercice du pouvoir ont pour fondement les constantes nationales comme valeur, quelle que soit l'idéologie qui sous-tend le fonctionnement du système politico-constitutionnel. Et derrière cette machine politico-administrative, l'armée est omniprésente, grâce à son bras séculier, les services de renseignement qui jouent un rôle de police politique. Durant la période du multipartisme, on peut dire que cette période est décisive pour l'avenir du pays, que l'armée va jouer un rôle central dans la décision politique et contribuer à asseoir son pouvoir pour une période quasi ininterrompue jusqu'à maintenant. Grâce à sa lutte de libération nationale, l'Algérie a été le phare des peuples opprimés du tiers-monde. Elle acquiert un capital symbolique très élevé et offre un statut politique de premier rang dans notre pays, et pourtant cela n'arrête pas les luttes internes au sein de la direction de la Révolution. Dans ce chaos inaugural, l'armée des frontières se saisit du pouvoir par la force des armes et fait une nouvelle entrée dans contre une partie des wilayas de l'intérieur qui demeurait fidèle au gouvernement provisoire de la République algérienne proclamé le 19 septembre 1958 et internationalement reconnu. Comment alors légitimer cette situation inattendue? La jeune armée de libération nationale sortie vainqueur de son bras de fer avec le GPRA va imposer son calendrier et son norme. Par ailleurs, l'Assemblée constituante, élue dans des circonstances douteuses et frauduleuses le 20 septembre 1962, sera suivie de la nomination du premier gouvernement de l'indépendance proclamé le 25 du même mois. La tenue du premier congrès post-indépendance du FLN, parti unique le 16 avril 1964, confirme la puissance de l'armée avec la reconduction de son chef comme ministre de la Défense nationale et membre du nouveau bureau politique. Le pouvoir apparent est entre les mains d'un civil notoirement connu qui plus est, mais déjà l'armée s'installe par la répression contre les opposants et fait valoir son ambition dans la construction de l'État national souverain. La lutte doctrinaire entre autogestionnaires supposés être les progressistes et étatistes pour construire l'État socialiste n'a pas de prise sur la structure militaire qui reste à l'écart de ce débat, mais le putsch qu'elle effectuera plus d'une année plus tard, le 19 juin 1965, marque publiquement sa nouvelle entrée en scène dans l'espace politique. Celle-ci est ouverte, massive et assumée. Toutes les institutions sont mises hors la loi. Pour donner un semblant de légitimité au nouveau régime, un conseil de la Révolution est désigné où l'on a essayé de prendre en charge la représentation des wilayas historiques. Le parti unique appelé à jouer un rôle majeur est désormais réduit à sa dénomination publique à un appareil du parti. À travers son chef qui s'est accaparé de tous les leviers politiques et institutionnels, l'armée contrôle l'appareil ainsi dénommé. De 1965 à 1976, le régime a vécu sans institutions politiques élues ou même désignées et a mis prioritairement en œuvre la construction de l'État sur les plans administratifs, militaires et sécuritaires. La légitimité institutionnelle est remplacée un laps de temps par d'autres critères, le développement économique et social. Les trois révolutions agraires, culturelles et industrielles sont le fer de lance de cette légitimité usurpée. Cette période qui ne pouvait plus durer s'est terminée avec la mise en place d'un nouveau processus de légitimation, élection d'une Assemblée nationale, d'un président de la République et l'adoption d'un texte politico-idéologique, la Charte nationale, censée fixer les grandes orientations. Quand Chedli remplacera Boumedienne, décédé en décembre 1978, père de ce processus, il apparaîtra clairement que l'armée est au centre de la décision.
Chadli Benjdid est en effet désigné par le parti unique qui a repris des couleurs comme le candidat unique en tant que le plus ancien au grade le plus élevé, c'est-à-dire le primus inter pares. Cette introduction au nom de ce principe veut dire que rien ne pourra être issu d'une autre sphère que celle de l'armée qui tire sa légitimité du combat contre le colonialisme. Le colonel Chadli succède donc au colonel Boumedienne au nom de ce fondement. Comme son prédécesseur, il est chef de l'État et chef du parti unique, désormais réhabilité et renforcé dans ses missions. Le FLN d'aujourd'hui n'est autre que le FLN d'hier, celui qui a arraché l'indépendance du pays. Et comme l'a consacré un célèbre slogan, l'armée nationale populaire est la digne héritière de l'armée de libération nationale. La période de Chadli se distingue par la primauté accordée au parti qui a sous sa coupe le syndicat des organisations de masse. Et l'article 120 de ses statuts stipule l'obligation d'appartenance au FLN pour être candidat aux élections, nommé à des postes administratifs ou économiques, les services spéciaux, par leur enquête veillent à l'exécution de cette tâche qui veut faire se confondre en un le parti et l'État. Durant cette période, l'on assistera à un desserrement économique et à une prise de virage à droite avec la montée du discours religieux, y compris au sein du système. La construction de l'État parti sur le modèle de démocratie populaire s'effondrera à cause notamment de la baisse des prix du pétrole en 1986 et de l'aspiration à la liberté des classes moyennes trop longtemps brimée. Durant la deuxième partie du règne de Boumedienne et celle de Chadli, le système de légitimation est basé sur l'octroi et les scores à la soviétique sont destinés à la sacralité du chef qui incarne l'État et donc la nation. Ben Bella n'a pas eu les ressources et le temps d'y aboutir, empêché par l'armée. Ainsi se clôt une période décisive de la jeune histoire de l'Algérie qui fait écho à l'immédiateté de la lutte de libération nationale. Dans ce processus, l'armée a joué indirectement et directement un rôle majeur. Elle voulait rester à l'écart de la gestion politique institutionnelle, en être le gardien, mais la chute du parti unique et l'apparition du terrorisme va la mettre à son grand désarroi au centre de l'échiquier et à visage découvert. La période du multipartisme. Les événements d'octobre 1988 qui ont vu la police et l'armée ouvrir le feu sur des manifestants bouleversent le champ politique traditionnel et ouvrent des perspectives inédites. Le pouvoir politique, jusque-là cohérent son sein, lâche du lest et accepte le multipartisme qu'il a initié dans une nouvelle constitution adoptée par référendum le 24 février 1989. Les libertés publiques y sont consacrées et un nouveau processus institutionnel est projeté. Les élections communales sont le premier test d'un nouveau chantier électoral qui ne soit plus l'émanation exclusive du parti unique, de l'ex-parti unique. Pour une fois, le nouveau processus politique et démocratique, l'affaiblissement moral et politique du pouvoir qui a tiré sur le peuple, l'a disposé à accepter des élections libres. Cette dernière accouche d'une gigantesque méprise par le fait que ce sont les forces antidémocratiques qui remportent les grandes villes et moyennes villes d'Algérie. Et de loin. Une année et demie après ce premier test, l'Algérie bascule dans l'inconnu à cause de la victoire éclatante du courant islamiste. L'arrêt du processus électoral opéré par l'armée repose avec acuité la question de la légitimité de l'exercice du pouvoir. Quel est donc le processus de légitimation à mettre en place? Le rappel de Boudiaf à la tête de l'État résonne avec la légitimité historique. N'est-il pas le premier coordinateur du FLN historique? C'est dire combien est forte dans le référentiel national la lutte de libération nationale. 30 ans après l'indépendance du pays, la légitimité historique ne laisse pas place à la légitimité démocratique, bien au contraire, elle l'étouffe. L'arrêt du processus électoral et l'explosion du terrorisme vont convoquer une nouvelle fois les vieilles pratiques de légitimation par l'octroi et son pendant technique qui est la fraude électorale. Ainsi, ce processus de légitimation est destiné à sauver les fondations de l'État, tellement le terrorisme et le contre-terrorisme étaient brutaux et criminels. Pour arriver à ce but, la gestion des affaires publiques sera sous haute surveillance par le biais de l'état d'urgence et d'un cadre institutionnel d'exception, le Haut Conseil de l'État. Assez paradoxalement, c'est durant cette période très violente et indécise et sans doute pour dépasser la situation de blocage, les partis politiques de l'opposition ont accepté de participer à l'élection de la première Assemblée nationale pluraliste algérienne. Elle fut bien appréciée par sa liberté de temps,
aussi bien à l'intérieur de l'ANSET qu'à l'étranger, où chaque formation pouvait défendre son point de vue, notamment sur le terrorisme, mais en particulier sur la situation, et la situation nationale sous tous ces aspects en général. Seul ombre au tableau, la fraude électorale qui a offert la victoire au parti de l'administration. Le choix du général Yamin Zerouel, militaire de carrière, indique encore que le processus de légitimation est l'émanation de l'armée et que celle-ci, selon la personnalité qui la représente dans cette mission de légitimation, peut s'accommoder de la situation à condition qu'elle maîtrise le processus électoral. C'est l'une des missions des services. Malgré ces objections, cette période fut la plus libérale entre guillemets de l'histoire politique et parlementaire de l'Algérie, et que l'espoir d'un vrai processus démocratique pouvait naître d'une expérience destinée avant tout à redorer le blason d'un régime épuisé par le terrorisme et l'incertitude qu'il fait peser sur l'avenir du pays. L'avènement d'Abdelaziz Bouteflika, un choix d'une partie puis de la totalité de l'armée, va réduire le champ des libertés et remettre le FLN, parti historique, à la première place de l'échiquier politique. C'est encore un signe que la légitimité historique est présente dans l'esprit des tenants du pouvoir. Du reste, Bouteflika présida aux destinées du pays et se fait élire président de l'ex-parti unique. Les nouveaux partis de la coalition sont ses satellites. L'ivresse du pouvoir absolu va inciter Bouteflika à faire réviser la Constitution pour mettre un terme à la limitation des mandats introduite par la révision constitutionnelle de septembre 1996. Les libertés publiques sont rognées, le Parlement déjà constitutionnellement faible devant l'exécutif est réduit à quantité négligeable, l'instauration d'une monarchie de fait est réelle, rien, ni la maladie, ni l'arrêt de la vie politico-institutionnelle qui s'ensuit, n'incite Bouteflika à se dessaisir du pouvoir. L'image de l'Algérie sur le plan international déjà peu reluisante s'en trouve affectée. C'est dans ce contexte que surgira le Hirak, ce mouvement populaire sans précédent qui est né le 22 février 2019. Sa victoire première a été déguiser les contradictions saines du système et l'a fragilisé. Il met en cause les faux semblants et oblige malgré lui l'armée à faire démissionner le chef de l'État sortant qui ambitionnait un 5e mandat. Enfin, un mouvement populaire inédit par son ampleur, sa longévité, son caractère national, s'est reposé deux conceptions du système de légitimation. L'un émanant du Hirak, qui insiste sur l'autonomie de ce processus, et l'autre de la part du système qui pratique l'utilisation du débauchage et l'attachement à l'octroi. L'élection présidentielle, d'abord reportée puis tenue, ouvre la voie à la même manière d'opérer, mais cette fois-ci avec une judiciarisation et la criminalisation de la pratique politique. La répression est justifiée. En effet, le 8 juin 2021, l'ordonnance du 2108, dans le journal officiel de la République algérienne numéro 45, signé du 9 juin 2021, signé Abdelmajid Tebboune, a étendu l'infraction pénale. Même les activités pacifiques sont judiciarisées. Cette ordonnance renforce un arsenal attentatoire aux libertés publiques. Je veux terminer. Tous les processus de légitimation mis en place en Algérie se sont faits sur la place de l'octroi. L'idée de l'élection d'une assemblée constituante qui a été déjà pratiquée en 1963 mais qui n'a pas laissé un souvenir impérissable n'est pas évoquée, alors qu'elle apparaît comme étant le facteur majeur pour régler les problèmes de légitimité. L'enlisement politique dont est l'objet l'Algérie est à l'image de ces institutions surannées, manquant de légitimité. L'armée, directement ou indirectement, joue le rôle de gardienne des lieux. Je vous remercie.